Alors clairement, le mot trauma, il peut faire peur. C'est pas un sujet facile et pourtant c'est vraiment quelque chose qu'on avait à cœur aujourd'hui d'aborder ici. Quand on pense trauma, on pense tout de suite catastrophe, accident ou agression, alors qu'un trauma ne vient pas nécessairement de grands événements exceptionnels comme cela. C'est quelque chose qui malheureusement touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a autant aujourd'hui de chercheurs, de médecins et d'avancées scientifiques sur ce grand sujet. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est un trauma, pourquoi est-ce que le corps garde en mémoire certaines choses. Et pour finir, Inga va nous guider dans une courte pratique pour voir comment est-ce qu'on peut progressivement commencer à s'en libérer. Et une petite note avant de commencer, le sujet d'aujourd'hui peut être assez sensible. On va parler des choses qui peuvent réveiller des parts intimes. Donc si à un moment ça devient trop pour toi, fais une pause, va marcher un peu et reviens quand ça sera juste pour toi. On est parti. Alors le mot trauma, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais dont la définition est parfois un peu floue. Alors déjà le trauma, ce n'est pas l'événement en soi. C'est ce que l'événement a laissé dans le corps, le système nerveux et la psyché. D'ailleurs, le mot trauma, il provient du grec ancien et il veut littéralement dire blessure. C'est comme une trace, comme une empreinte. Et même si très souvent elle est invisible, on peut clairement la sentir. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette trace, cette empreinte dans le corps, ne sera pas la même pour tout le monde. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Un accident, une agression, une perte. L'une en ressortira traumatisée et l'autre, pas du tout. Donc, ce n'est pas simplement une question de fragilité ou de force. Ça va dépendre de l'histoire de la personne, du contexte de l'événement, mais aussi de la capacité de son système nerveux, ce qu'on appelle souvent fenêtre de tolérance. C'est-à-dire l'intensité des stress qu'elle sera capable d'encaisser sans être submergée. Et c'est vraiment important de le rappeler parce que beaucoup de personnes minimisent l'impact d'un événement. « Oh, c'était il y a longtemps. Est-ce que c'était si important ce qui s'est passé ce jour-là ?» Ou bien d'autres qui ne s'en rendent même pas compte. Une personne peut avoir une vie complètement normale, une famille, des amis, un travail, et porter malgré tout un trauma qui impacte absolument tout. Par exemple, elle se retrouve sans arrêt dans une hypervigilance et un stress. Ou bien, elle est incapable de vivre ses émotions, ou elle se retrouve tout le temps dans des relations toxiques. Sans jamais vraiment faire le lien entre ses patterns et ses addictions d'aujourd'hui, et ce qui lui est arrivé peut-être il y a bien longtemps. Et c'est Gabor Maté, un grand médecin qui a fait beaucoup pour ces sujets, qui, devant un patient qui par exemple consulte pour des addictions, ne va pas se demander d'où viennent ces addictions, va plutôt se demander d'où vient sa douleur. Le corps n'oublie rien. C'est le titre d'un best-seller de Bessel van der Kolk, psychiatre et chercheur, et qui est devenu avec les années une référence sur la question du trauma. Et c'est peut-être la phrase la plus importante à retenir aujourd'hui. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce que ton corps a traversé, il l'a gardé. Pas nécessairement dans ta mémoire consciente ou dans tes souvenirs, mais bien dans tes muscles, dans ta façon de respirer, dans ta façon de te tenir ou de te présenter au monde et aux personnes qui t'entourent. Et le plus souvent, les événements que ton corps va garder en mémoire, ce sont des réponses de survie qui n'ont pas pu être achevées, comme des boucles qu'on n'a pas pu refermer. Et pour comprendre ça, on va s'appuyer sur les recherches de Peter Levine, le fondateur de la Somatic Experiencing, qui a beaucoup travaillé sur le trauma et qui a compris énormément de choses en observant les animaux sauvages dans leur état naturel. Et l'exemple le plus clair pour bien comprendre où on t'emmène, c'est l'exemple de l'antilope. Lorsqu'elle va voir surgir de nulle part un guépard, en une fraction de seconde, son corps est paré pour la fuite. Sans même avoir besoin d'y penser, elle va sécréter une énorme quantité d'adrénaline, de cortisol. Tous ses muscles vont s'activer, le sang va se mettre à circuler beaucoup plus vite, sa respiration va s'accélérer, son cœur va se mettre à battre encore plus fort. Bref, tout ce qui va lui permettre de survivre. C'est ce que l'on appelle le réflexe de lutte ou fuite. Fight or flight en anglais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et tant mieux, ça devient connu. Ce qu'on sait moins, c'est que lorsque l'antilope a réussi à s'échapper, que le danger est passé, il se passe quelque chose de remarquable. Elle se met à trembler.
En anglais, on parle de shake, on parle de tremoring, c'est-à-dire qu'elle va secouer son corps aussi longtemps qu'il le faut pour se décharger de toute cette charge énergétique, pour finalement repartir comme si de rien n'était. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'après l'attaque, elle va pas ruminer, rester bloquée sur l'événement. On va pas se dire le guépard-ci, le guépard-ça, non. Un animal dans son habitat naturel, après un moment intense comme celui-là, il va décharger, il va compléter cette boucle d'activation. Un peu comme s'il savait naturellement comment remettre les compteurs à zéro. Et ne pas rester bloqué encore et toujours dans l'événement potentiellement traumatisant qu'il vient d'expérimenter. Après l'activation, la décharge. C'est naturel. Et nous les humains, on fait quoi? On retient les larmes, on serre les dents et on passe à autre chose. Pas parce qu'on est plus fort, mais parce que c'est ça qu'on nous a appris. Arrête de pleurer, c'est la honte. Allez, c'est fini maintenant, sois fort. Des phrases qui te coupent de ton corps. Donc au lieu de laisser faire l'intelligence du corps, on nous a appris à le dompter. Et finalement à interrompre tous les processus instinctifs et naturels de décharge. Sauf que toute cette énergie mobilisée pour survivre, elle va où? Elle va nulle part. Elle reste dans le corps, dans les tissus, dans notre respiration, dans notre système nerveux. Et c'est ça qui crée des blocages. Résultat, une partie de notre corps reste en survie, même si ça fait des années et des années. Et pour comprendre ça, il nous a semblé important de revenir à Stephen Porges et sa fameuse théorie polyvagale. Stephen Porges a montré que notre système nerveux autonome fonctionne selon une hiérarchie de 3 états. Celui dans lequel on gagne à être le plus souvent, c'est ce que l'on appelle l'état vagal ventral. C'est notre état de sécurité, de connexion, de rapport aux autres. Et toutes les techniques de respiration apaisante que tu fais avec nous sur cette chaîne, la grande majorité d'entre elles, elles t'emmènent vers cet état vagal ventral. Ensuite, le deuxième, lorsque ton système capte un danger, il bascule, comme on l'a vu tout à l'heure, en mode combat ou fuite. C'est le mode d'activation sympathique, avec l'antilope qui en une fraction de seconde prend ses jambes à son cou. Et enfin, le troisième état, il intervient généralement lorsque le mode lutte ou fuite ne suffit pas. Soit parce que la menace est trop forte, soit parce qu'elle dure trop longtemps. C'est l'effondrement. On parle alors de vagal dorsal. Pour revenir à notre exemple, si l'antilope a investi toutes ses ressources, toute son énergie pour prendre la fuite, mais que malheureusement pour elle, elle se fait quand même attraper par le guépard. Il se peut qu'elle passe donc de cet état d'activation sympathique vers cet état d'effondrement dorsal. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la nature lorsqu'un animal fait le mort. C'est pas une stratégie volontaire et consciente, c'est le système nerveux autonome qui spontanément éteint la lumière, parce qu'il estime que c'est ce qui nous offrira les plus grandes chances de survie. Et comme on a vu tout à l'heure, que ce soit une activation sympathique ou un effondrement dorsal, s'il survit, un mammifère va naturellement se décharger. Là où les humains ont souvent tendance à tout garder pour eux, à rester verrouillés à l'intérieur. Et s'ils n'ont pas l'espace, le soutien et les pratiques qui les aident à traverser ce qui a été vécu, c'est souvent ce qui conduit vers ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Alors le syndrome de stress post-traumatique, qu'on appelle PTSD en anglais, c'est un terme médical qui a été défini en grande partie après la guerre du Vietnam, étant donné le nombre de soldats américains qui revenaient de la guerre complètement traumatisés. Pour certains c'était évident, pour d'autres ça l'était beaucoup moins. Et pourtant beaucoup d'entre eux étaient incapables de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée. Et donc le plus souvent, les personnes qui ont ces syndromes de stress post-traumatique, elles sont soit dans une forme d'hypervigilance, que l'on appelle parfois l'hyperactivation sympathique, toujours sur le qui-vive, toujours en alerte, comme si elles avaient été tellement marquées par l'événement, tout leur corps pense que le danger est encore présent. Soit l'événement a été tellement écrasant et tellement étouffant et souvent sans vrai soutien que le système nerveux s'effondre et il n'arrive pas à redémarrer. L'effondrement qui a eu lieu pendant l'événement ne se décharge pas et il devient l'état de base, presque comme une nouvelle identité. La personne ne retrouve plus son énergie, sa capacité à agir, à penser, à ressentir. Elle est là physiquement, mais elle n'est pas vraiment présente. Et certaines personnes oscillent entre hyperactiver la journée et effondrer le soir. Comme promis, pour finir cette première vidéo sur le sujet du trauma,
Inga va nous guider dans une courte pratique pour peut-être venir mettre un peu plus de concret et de sensation sur ce qu'on a vu jusque-là. Je t'invite à t'installer confortablement dans une posture assise. Sans la terre en dessous de toi, prends un moment pour vraiment prendre contact. Prends une grande inspiration du bas du ventre jusqu'à la tête. Et quand tu expires, je t'invite à laisser tout couler jusqu'au centre de la terre. Sens la détente naturelle qui s'installe dans ton cerveau, tes épaules, ta mâchoire. Et à nouveau, je t'invite à prendre une inspiration du bas du ventre jusqu'à la poitrine, à la tête. Et cette fois-ci, par la bouche, expire avec un soupir. Et lâche. Je t'invite à poser tes mains sur ton visage, notamment sur tes mâchoires. Une main sur mâchoire droite, une sur mâchoire gauche. Et juste sens peau à peau et la chaleur ou le froid sur tes mains. Et ce contact avec toi-même. Et on va travailler un peu sur un point qui est intéressant parce que c'est le point de colère avec douceur. On appelle ça ATM, articulation temporo-mandibulaire. Et il se place là où, quand tu ouvres et tu fermes ta bouche, tu vas sentir une petite jonction juste devant les oreilles, au milieu des oreilles. Voilà, tu peux tester, ouvrir et fermer la bouche. Et là, tu sens une jonction. Et c'est ça le fameux ATM. Dans notre société, on n'apprend pas forcément comment exprimer sa colère. Et pourtant, c'est une émotion comme la joie et l'amour. Et quand on ne sait pas comment l'exprimer, souvent on serre les dents, on masticule le soir, ce qui cause plein de problèmes. Des maux de tête, des maux de cou, des maux de mâchoire et surtout la colonne vertébrale. On va commencer à prendre des inspirations et expirations par la bouche tout en massant ce fameux ATM. Tu peux faire des cercles, ouvrir légèrement la bouche. Et explore. D'un côté, on appuie, de l'autre côté, on fait circuler l'énergie avec l'oxygène. Et tu vas sentir peut-être des endroits plus sensibles et je t'invite à rester appuyé là-dessus et inspirer, expirer profondément. Laisse la bouche un peu ouverte. Et je t'invite à expirer avec un soupir pour exprimer peut-être cette zone inconfortable. Et ouvre la bouche davantage. Et à nouveau, on va circuler tout ce qu'on vient d'activer. Et on va glisser en appuyant vers le bas tout au long des masséters. Et on respire. On appuie sur le mandibule, c'est le muscle, l'os des mâchoires. Et on appuie en massant. Et on respire. C'est peut-être des zones qui sont inconnues. On masse pas très souvent cette zone-là et pourtant il y a plein de tensions qui se trouvent ici. Parfois quand on a beaucoup d'émotions, c'est
C'est dans cette partie-là où on tremble. Donc on laisse glisser les mains là-dessus pour ouvrir cet espace et peut-être libérer quelques tensions. À nouveau, si tu trouves un endroit qui te fait un peu plus mal, reste appuyé là-dessus et respire. Par la voix, exprime. Encore 3. Une dernière, inspire et lâche. Et expire, pose à nouveau tes mains sur ton visage. Et sens. Sens l'arrière de ta tête, le front, le cou. Et laisse les mains glisser à nouveau vers le bas. Et reviens doucement. Alors, pour tenter de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on pourrait dire qu'un trauma, c'est vraiment pas une faiblesse. C'est pas un manque de force ou d'intelligence du corps, c'est au contraire une hyper-adaptation, une trace laissée par un événement dans la psyché ou dans ton système nerveux qui a avant tout fait de son mieux pour te protéger et qui a besoin d'un coup de main pour s'actualiser et accepter profondément le fait que le danger est bien passé. Et si ce qu'on vient d'explorer ensemble résonne en toi, si tu veux aller plus loin, c'est exactement ce qu'on va faire dans Pleine de Vie. Un programme de 5 semaines dans lequel on va travailler avec la respiration, le mouvement et l'auto-toucher. Le lien est en description si tu veux en savoir plus. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà fait, on t'invite à t'abonner et on te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de la série sur le trauma. Vidéo hyper importante dans laquelle on va voir qu'on peut développer un trauma sans pour autant avoir vécu un énorme drame dans sa vie. Une forme de trauma qui touche bien plus de personnes qu'on ne le croit. Et c'est quelque chose qui gagne à être su par un maximum de monde, parce que selon nous, ça peut aider à lever énormément de honte ou de culpabilité que certaines personnes peuvent ressentir. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, dis-le nous en commentaire. Prends soin de toi. À bientôt.